Comment s'informer en situation de difficulté, de grossesse imprévue, qui peut plonger dans une grande confusion? Premier réflexe incontournable aujourd'hui, regardez sur Internet. Et le gouvernement, préoccupé par la place occupée par les sites anti-IVG, a proposé une modification législative pour sanctionner ces espaces accusés de tromper les femmes sur l'interruption volontaire de grossesse. Laurence Rossignol, la ministre en charge du droit des femmes, avait promis une action du gouvernement pour constituer un délit d'entrave numérique, profitant de l'examen du projet de loi Égalité et Citoyenneté au Sénat en première lecture hier soir. Alors on va revenir sur cet événement ce matin et cette notion de délit d'entrave numérique avec nos invités. Et ce sera l'occasion aussi de faire un point sur l'avortement en France aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y en a 220 000 chaque année. En France, une femme sur 3 interrompt une grossesse au moins une fois au cours de sa vie. C'est une information qu'il faudra avoir en tête tout au long de cette émission. On va en parler avec nos invités. Ils sont 3 dans le studio. Merci à tous les 3 d'être là. Émile Duport, bonjour. Vous dirigez un site qui s'appelle Afterbase, un site d'infos fait par les jeunes qui tente de répondre aux questions que les jeunes se posent sur leur vie affective et sexuelle. Quelle est l'idée de votre site? Réveiller les consciences des jeunes, justement? Non, répondre à leurs questions les plus intimes. Alors, c'est pas particulièrement fait par les jeunes, mais plutôt au contraire par des gens qui sont des pros de l'éducation ou qui sont en contact régulier dans leur métier avec des jeunes. Et c'est un site qui a pour but de rappeler aux jeunes que sexualité et procréation sont liées afin d'éviter un maximum des grossesses imprévues qui conduisent souvent à des avortements dans les âges assez jeunes. Donc, c'est de la prévention, mais intelligente et adaptée aux jeunes et qui répond vraiment à l'intimité des questions. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, Caroline Roux. Bonjour madame. Vous êtes engagée sur les sujets de bioéthique. Vous êtes déléguée générale adjointe de l'association Alliance Vita. Quel est votre engagement et votre action? Très rapidement, quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons avec notre service SOS Bébé des femmes enceintes et nous abordons toutes les questions qui sont liées à la maternité, que ce soit les fausses couches et aussi les grossesses inattendues, mais aussi l'annonce de handicap ou les questions autour de la stérilité. Donc c'est des dizaines de milliers de femmes que nous avons accompagnées toutes ces années et aussi des hommes pour 10%. Et nous offrons une forme de sas, de lieu où les femmes peuvent confier leurs problématiques, ce qui a été progressivement abandonné par les pouvoirs publics au fil des années, puisqu'il n'y a plus d'entretien après IVG. Et le nombre de femmes qui s'adressent à nous. Merci beaucoup. Donc 2 sites internet qui sont représentés aujourd'hui dans ce studio. Et puis Maître Antoine Beauquier. Bonjour monsieur, bonjour maître, puisque vous êtes avocat pénaliste à Paris. Donc vous allez nous éclairer sur ces questions vraiment purement juridiques qui sont importantes dans cette émission. Et puis on aura également par téléphone Annie-Laurence Godefroy. Elle est secrétaire adjointe de la CLÉ. La CLÉ, c'est la coordination française pour le lobby européen des femmes. Et elle est membre du planning familial. Elle sera avec nous d'ici quelques minutes. Première question, avant d'avoir vos avis. Que demandait la ministre, donc précisément, cette histoire de délit d'entrave numérique? De quoi s'agissait-il? Caroline ou maître, peut-être maître Antoine Beauquier. En 2 mots, il existe depuis 1993 un délit qui est l'entrave au droit d'avorter. L'avortement est aujourd'hui un droit. Et celui qui essaye d'empêcher autrui de bénéficier de ce droit est susceptible de subir une sanction pénale. Et donc, ce délit existe. Il avait d'ailleurs été créé notamment pour contrer les commandos anti-IVG dans les années 90. Et au cours des différentes années, ce délit a été renforcé. Mais jusqu'à maintenant, il visait à empêcher quelqu'un d'entraver le droit à l'avortement. Et là, on est rentré, si Madame Rossignol persistait dans sa volonté d'introduire dans notre droit positif un délit d'opinion, parce que c'est présenté comme un délit d'entrave, mais en réalité c'est un délit d'opinion. Là, ce ne serait plus d'entraver, son projet n'est plus de sanctionner une entrave au droit à l'avortement, mais c'est de sanctionner des sites qui présentent une information sur l'avortement. Et le projet qui est présenté par le gouvernement vise donc à pénaliser toute initiative qui consisterait à fournir une information considérée par le gouvernement ou par les associations comme une information biaisée et qui aurait un but
c'est de dissuader d'avorter. Alors, quelle punition, justement, était prévue, était imaginée par Laurence Rossignol? En fait, elle imagine juste d'aligner la peine qui est déjà prévue dans le code pénal, en l'occurrence dans le code de la santé publique, qui est une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. L'article 22-23 Mais juste, du code. Oui. je voudrais insister sur un point, et c'est ça qui est très troublant dans ce projet de loi, c'est que la ministre envisage de sanctionner une information qui serait sur un site dès lors qu'elle serait biaisée et qu'elle serait dissuasive. Alors qu'elle n'envisage pas de sanctionner une information biaisée et qui ne serait pas et qui serait incitative. Pour vous, ça c'est irrecevable juridiquement. Disons que ce Alors, n'est plus. ce qu'il faut, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une information trompeuse. Oui. Parce que nous, on sait que l'information s'est considérablement détériorée ces 15 dernières années. Il n'y a, par exemple, sur le site du gouvernement, aucune aide pour les femmes, aider les femmes enceintes à poursuivre leur grossesse. Et on voit aussi qu'il y a des informations trompeuses. Et nous, on a mis en exergue qu'il y a une vidéo, par exemple, d'un gynécologue qui prétend que l'avortement, et d'une manière très péremptoire, ne laisserait pas des séquelles psychologiques à long terme. Et ça, je veux dire, même la Haute Autorité à la Santé a reconnu dès 2010 qu'on manquait d'études objectives sur ces questions. Or, aucune étude a été conduite depuis, et nous, c'est vraiment contraire à ce que nous, on voit dans notre pratique. Parce que certaines femmes, moi j'en ai accompagné, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'elles avaient avorté, et il y avait une souffrance qui était toujours dans leur cœur, et qu'elles avaient besoin de confier. On va prendre par téléphone Annie-Laurence Godefroy, qui doit être en ligne avec nous pour réagir sur ces questions précises et mieux comprendre surtout de quoi il s'agit. En début de cette émission, il faut d'abord qu'on essaie de comprendre un petit peu les faits pour pouvoir mieux en parler. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Annie-Laurence, vous êtes secrétaire adjointe de la Clé. De la Clé. Et vous êtes membre du planning familial. Comment dirais-je, nous essayons, et dans notre groupe d'associations, puisqu'il y a plus de 60 associations qui sont représentées en France et qui correspondent à la coordination française du lobby européen des femmes et 2000 associations en Europe. Notre but ici, alors dans ce jour, c'est bien justement de donner une information la plus claire possible pour que les femmes et les jeunes, souvent défavorisés par l'éloignement et tout ça, puissent avoir des notions claires et objectives, neutres par rapport à l'avortement. Et pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes ce qui est le mieux pour eux. Il n'y a pas d'incitation à l'IVG. Nous donnons des informations claires au planning familial. Donc là, vous parlez du planning familial. Là, je parle du planning familial puisque je suis aussi médecin du planning familial et on laisse les personnes libres de leur choix de choisir ou non une IVG. Alors, Annie-Laurence Godefroy, le gouvernement, pas vous, le gouvernement veut proclamer un délit d'entrave à l'accès à l'information sur l'IVG et parle d'un délit d'entrave numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos mots sur ce nouveau délit qui est souhaité? Moi, ce délit concerne des sites informatiques qui ne disent pas leur nom, qui se présentent comme des sites pseudo-officiels, qui ont des fois un numéro vert gratuit pour donner des informations et qui vont, au lieu de donner une information sur l'IVG, vont donner des informations contre les IVG et ceci d'une manière... Ce sont des sites informatifs, ce sont des sites qu'on peut trouver donc sur Internet qui donnent un certain nombre d'informations. Voilà. Et ça, c'est dans ce sens-là que c'est dangereux. Donc, en ce sens-là, nous sommes sur Internet. Qui n'ont pas Est-ce qu'on pourrait intervenir cette dame dit qu'elle appartient au planning familial et vous pouvez aller regarder en France sur le site du planning familial qui fait la promotion de l'avortement hors délai à l'étranger.
Donc la question, c'est d'avoir... donc ça, c'est quand même de l'avortement illégal. Hein. Or, le planning familial est un relais du gouvernement. Et là, je le vois que vous interrogez le planning familial plutôt que d'inviter le gouvernement. Ça pose question. Hein, parce que vous êtes... Non, mais donc, ça, c'est à vous de répondre, par exemple. Vous êtes... c'est le planning familial ou c'est le gouvernement nous voulons que les femmes donc puissent avoir le moyen de prendre les décisions par eux-mêmes concernant leur sexualité, la procréation. Oui, donc ça c'est votre point de vue. En fait, l'information et l'éducation et le droit à tous les services de santé sexuelle et reproductive. Que pensez-vous de ce que fait le gouvernement, en fait? Je vous parle vraiment du gouvernement. Ce que je pense que fait le gouvernement, c'est très bien. Parce que, non pas, s'il y a un site anti-IVG qui dit son nom, nous n'avons rien à dire. Mais s'il y a des sites anti-IVG qui cachent leur nom et je pense que c'est pas ce que dit c'est pas ce que dit, excusez-moi, mais c'est pas du tout ce que dit le texte. Et moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est ce que pense le planning familial du fait que aujourd'hui le gouvernement envisage de sanctionner une information qui serait fausse selon lui, mais qui serait dissuasive. Et que le gouvernement n'envisage pas de sanctionner des informations qui sont fausses, mais qui sont incitatives, informations qui sont d'ailleurs susceptibles de se retrouver sur les sites du gouvernement. Et ça, je trouve que là, le planning familial pourrait soutenir une modification d'un tel projet en disant que, éventuellement, que vous soyez favorable à la sanction d'une information fausse, je peux le comprendre, mais que l'on soit favorable uniquement à la sanction d'une information discutable sur le caractère dissuasif de l'information, et qu'en revanche on considère normal de dire des mensonges pour inciter à l'avortement, moi je trouve ça incompréhensible et je ne comprends pas que lorsqu'on prétend... La question de l'information est clé actuellement. Et moi je voudrais revenir dessus. Si vous voulez, il y a moins d'informations pour poursuivre sa grossesse que pour l'avortement aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est qu'une information neutre quand il y a une partie qui est cachée ou des parties, quand on entend dans des services d'écoute du gouvernement ou qu'il ne faut pas dramatiser, la question c'est pas de affirmer des choses comme ça de manière péremptoire, mais d'écouter en profondeur ce que vivent les femmes. Et c'est ce que nous faisons depuis des années. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pressions vers l'avortement, et particulièrement des pressions masculines. Quand on parle de la libération des femmes, aujourd'hui, les femmes sont sous pression. Et combien de femmes vont se sentir rejetées, jeunes et moins jeunes, quand elles révèlent leur grossesse? Donc c'est extrêmement violent. Il y a une autre chose qu'on ne dit pas, c'est que 72%, et ça c'est les chiffres de l'INED, Institut national d'études démographiques, 72% des femmes qui avortent utilisaient une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Donc la question qui se pose aujourd'hui quand on accompagne des femmes, c'est tous ces accidents de contraception, mauvaise utilisation du préservatif, accidents de pilule qui sont oubliés, accidents de stérilet. Est-ce que l'avortement doit être vécu comme une fatalité? En fait, c'est vraiment les questions qui se posent. Et je voudrais attirer sur la réalité de l'avortement. Parce que c'est l'occasion aujourd'hui de lever le tabou sur cette réalité de l'avortement. D'abord, l'ambivalence. Quand on est face à une grossesse inattendue, nous on le voit beaucoup dans notre écoute, souvent les femmes sont partagées entre une joie, de découvrir une grossesse, elles vont le dire avec leurs mots, et des peurs et une panique. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre du recul pour pas que ce soit la panique qui prenne le dessus. Et souvent les femmes, quand elles essaient d'exposer ce qui se passe en elles, il faut du temps et qu'elles aient le droit. Il y a une injonction à faire un choix. Et ça, c'est extrêmement violent pour les femmes. Et puis, donc, le droit au temps. Or, aujourd'hui, il y a une précipitation dans les décisions. Les femmes sont sous pression. Et nous, quand elles nous appellent, elles nous disent « j'ai pas beaucoup de temps ». Et on se dit « mais c'est incroyable, les délais ont été… On va en parler. On va en parler en deuxième partie d'émission. C'est très important, toutes ces notions, de bien comprendre en fait de quoi on parle. Annie-Laurence Godefroy, juste, est-ce que vous voulez revenir sur ce que vient de dire Caroline Roux? Les chiffres des interruptions volontaires de grossesse en France restent stables ou diminuent malgré une offre contraceptive efficace et accessible. Sur ce point précis.
Alors, en effet, depuis 2006, le nombre d'IVG est stable, aux alentours de 218 000. Malgré une offre contraceptive efficace. Malgré les contraceptifs existants. Les IVG demandées sont plus fréquentes chez les jeunes, puisqu'ils sont de 27 interruptions volontaires de grossesse pour 1000 femmes entre 15 et 17 ans, et de 19,5 pour 1000 femmes entre 18 et 19 ans. C'est pas les bons chiffres. Attendez, je voudrais revenir, c'est les 20-29 ans et les 20-24 ans, les chiffres que vous citez, donc, qui est de 27 pour 1000, et c'est très... Maintenant, il y a aussi des avortements chez les mineurs, et c'est très préoccupant. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti hier, qui rappelle que les Français sont préoccupés par le nombre d'avortements, que c'est pas une situation normale. Donc c'est un sondage que nous avons commandité auprès de l'IFOP, et qui corrobore vraiment notre expérience. C'est que les femmes demandent une véritable prévention de l'avortement. Et c'est ce que nous demandons aussi au gouvernement, c'est d'engager une véritable prévention de l'avortement. Allez, donc Annie Laurence. Pour pouvoir discuter, que je ne peux pas parler et dire, on me demande une question et c'est d'autres qui m'interrompent sans que je puisse m'exprimer. Alors, je me demande à quoi je sers ici. Non, absolument. Vous êtes là. Alors répondez juste là-dessus et puis ensuite on marque une toute petite pause parce que je disais qu'il y a des écarts selon les régions et que dans les régions défavorisées, il y a plus d'avortements que dans d'autres régions. D'autre part, il existe donc suivant les régions des défauts d'information, d'accès à la contraception qui peut expliquer en partie ces IVG. D'autre part, je dirais que contraception, et ça c'est le planning qui le dit, et IVG sont les deux faces d'un même problème. Et là, c'est vrai que il n'est pas facile et qu'on essaye justement de plus en plus de contrer ces lacunes qui existent, un défaut d'information, d'accès à l'éducation sexuelle, et justement d'où l'importance d'une pluralité sur les sources d'information qu'on peut trouver peut-être notamment sur internet et puis en effet dans les centres proposés en tout cas par le gouvernement. Vous allez voir que en deuxième partie de cette émission on s'est penché de plus près sur cette question de l'information sur l'IVG, cette notion qui est quand même importante. Merci beaucoup Annie Laurence Godefroy si vous êtes encore là. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. On poursuit ce débat, on marque une toute petite pause et on revient. Restez avec nous, à tout de suite. En quête de sens, Ariane Lecoeur. Retour dans notre émission En quête de sens. Merci d'être avec nous. On parle de ce sujet important des sites internet et de l'information qu'on peut trouver sur internet à propos de l'avortement et d'anti-IVG. Voilà, le gouvernement en ce moment a envie de faire un petit peu changer les choses. Donc on est là pour en parler pendant 1 heure avec Émile Duport du site AfterBuzz, un site d'information fait par des jeunes et pour les jeunes sur la vie affective et sexuelle. Caroline Roux de l'Alliance Vita et puis Maître Antoine Beauquier qui rétablit les choses de façon juridique. Je voudrais qu'on écoute la commission du Sénat qui a donné un avis hier défavorable à l'amendement sur le délit d'entrave numérique voulu par Laurence Rossignol pour pénaliser des sites dispensant des informations dites anti-IVG, en cause une irrecevabilité juridique. Je vous propose d'écouter la rapporteuse du projet de loi Égalité et Citoyenneté, Françoise Gatel, elle est sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine. Donc aujourd'hui, je suis quand même perturbée par le fait que le gouvernement nous dise que c'est un sujet majeur, très important, qui existe depuis déjà un certain temps, et que cet amendement arrive le 27 septembre au Sénat pour un examen en commission le 28 septembre. Donc je m'étonne que le gouvernement n'ait pas intégré cet article dans son texte de loi qui a été débattu à l'Assemblée au mois de juin. Donc c'est un vrai sujet, une vraie question, mais je trouve qu'il y a de la part du gouvernement de l'impréparation sur ce sujet, et nous n'avons aucun élément d'appréciation. Donc de plus, d'un strict point de vue juridique, cet article, il est de la part du Sénat inexaminable, et c'est un vrai problème.
au titre de la Constitution parce qu'il n'a pas de lien avec le texte. Alors, vos réactions, pas de lien avec le texte. On écoutait donc Françoise Gatel, qui a donc donné un avis défavorable à l'amendement. Vos réactions en studio? En réalité, c'est une bonne nouvelle. D'abord, c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Donc, c'est le gouvernement a balancé une mesure qui n'était pas en lien avec le texte. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être représenté sous une autre forme où il suffit qu'on change une virgule pour que ça repasse en séance. Donc déjà, ça va sans doute repasser le 4 et 5 octobre. Et puis ensuite, ça va passer à l'Assemblée nationale. Alors tant que le Sénat n'est pas à majorité gouvernementale, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Et nous allons vraiment informer les parlementaires sur cette question, parce qu'il y a une question aussi de liberté d'expression, de liberté, et c'est pas simplement des opinions, parce que quand on réduit des sites, etc., nous on est des services, c'est pas services d'information, et des services et d'aide, d'expression, d'écoute. C'est important de le rappeler. Bien sûr. Quel est votre SOS Bébé SOS Bébé qui est pointé par le gouvernement et aujourd'hui, si vous posez la question, ça peut toujours revenir, ça va repasser à l'Assemblée nationale, donc nous demeurons évidemment extrêmement vigilants. Et je pense que d'un point de vue juridique, il y a plusieurs des personnes qui sont intervenues pour parler de... Là, le gouvernement va très loin pour museler la liberté d'expression, alors qu'en plus, on voit sur les sites officiels, depuis quelques années, il a repris en main toute l'information de manière extrêmement, on pourrait dire presque totalitaire, en donnant une information uniquement, on va dire, technique, alors que les femmes ont besoin avant tout d'être écoutées, qu'on leur dise aussi la réalité de l'avortement, parce que cette revendication d'un droit à l'avortement empêche de regarder la réalité en face de ce qui se passe aujourd'hui sur l'avortement dans notre pays. Maître, est-ce que vous voulez revenir sur ce qui a été dit? Françoise Gatel qui parle d'irrecevabilité. En fait, Madame Gatel a une position qui est purement technique. Elle considère que le Sénat n'a pas été en mesure de travailler dans des conditions convenables. Donc, je pense que sur le fond, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. En revanche, je doute tout de même que les parlementaires, en tous les cas les députés, que ce soit des gens de gauche ou des gens de droite d'ailleurs, même ceux qui sont très favorables au droit à l'avortement, puissent comme ça digérer un texte qui est proposé par le gouvernement et qui vise à introduire un véritable délit d'opinion. Beaucoup de parlementaires de gauche restent très attachés à la liberté d'expression, et quoi qu'ils pensent du droit à l'avortement, quoi qu'ils pensent éventuellement de tel ou tel site, je doute qu'ils acceptent uniquement pour permettre au gouvernement de marquer à quelques mois d'une élection importante son attachement au droit à l'avortement, mais que les députés acceptent de servir un texte pareil. Alors c'est peut-être l'occasion pour nous de revenir sur justement l'IVG, la loi. On en est aujourd'hui. L'IVG est réglementée depuis 1975 par la loi Veil. Est-ce qu'on peut dire un tout petit mot là-dessus? Et à ce propos, ce délit d'entrave, depuis quand existe-t-il et pourquoi? La loi de 75, elle n'existe pratiquement plus, parce qu'elle a été révisée de nombreuses fois. Et on a vu progressivement les verrous qui avaient été mis, qui ont sauté. Je rappelle que quand même, c'est l'avortement, il faut savoir ce que c'est. Ça met des vies humaines en jeu. Ça laisse des femmes face à des questions existentielles, souvent dans la solitude. Et donc, suppression de la présentation des aides pour les femmes enceintes lors des consultations d'IVG. Ça date de 2001. La suppression récemment de la détresse pour avoir recours à l'IVG. Suppression du délai de réflexion, c'est absolument incroyable, sans vraiment de débat. Et là, c'est cette année, en début d'année, le délai de réflexion d'1 semaine, le remboursement de l'IVG à 100%, la multiplication des acteurs. Aujourd'hui, les sages-femmes vont pouvoir faire des avortements. Et ça amène aujourd'hui des nouvelles discriminations. Et c'est ce qu'on reproche, c'est-à-dire qu'on est mieux remboursé quand on fait un avortement qu'en début de grossesse, quand on veut poursuivre sa grossesse, puisque tous les actes sont remboursés à 100%, alors qu'aujourd'hui, c'est à 70%, les 2 premières échographies, quand on poursuit sa grossesse, et ensuite, on n'est pas remboursé à 100% sur la grossesse. Et donc là, ça pose même des questions d'inégalité, d'injustice.
Bon, moi, je suis pas juriste, je suis pas un expert ni politique ni juridique. La seule chose qui me touche, c'est que il me semble que Simone Veil, elle établissait pas l'avortement comme un droit, mais comme une exception et en cas de détresse. Alors je rappelle justement à ce propos, comme ça on pourrait être clair, le premier article de la loi Veil qui stipule, donc dans son premier article, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Mais c'est toujours le cas en fait. C'est toujours le premier article de la loi. Donc celui-là n'a pas bougé. Voilà. Normalement. En gros, l'idée c'est qu'on n'est que sur un régime d'exception. Donc a priori, en tout cas, la première loi n'établissait pas l'avortement comme un droit fondamental. Et par contre, pour le cas des détresses, je trouve ça juste triste qu'ils aient supprimé cette idée de détresse. Parce que sur le fond, c'est quand même grave. Maintenant, après, la loi Veil ne stipulait pas les cas de détresse. C'est-à-dire, elle disait, c'est en cas de détresse. Mais nous, par contre, on se rend bien compte qu'en fait, l'annonce d'une grossesse, surtout si elle est imprévue, il y a toujours sa part de détresse. Et on peut avoir de l'argent, un copain, des amis, etc. C'est totalement subjectif parce que devenir la demeure d'un autre, ça relève du mystère. Chaque femme vit les choses différemment. Et donc du coup, cette idée de détresse, elle est totalement subjective. Et donc le fait qu'il la supprime, c'est presque une honnêteté intellectuelle. C'est de dire, en fait, vous écoutez pas la détresse, quoi. Donc autant la supprimer. Et donc quelque part, en fait, au moins, ça méritait de rendre les choses plus claires. Alors que pourtant, ça serait vraiment intéressant de dire ce que. Enfin, moi, j'aimerais que Simone Veil, si elle pouvait encore nous le dire, mais qu'est-ce que tu entendais par détresse, quoi. Est-ce que c'était vraiment viol, mise en santé de la santé, mise en danger de la santé de la femme, ou c'était fondamentalement toute impression de détresse? Parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que on n'avorte jamais pour des raisons rationnelles. Enfin, on avorte toujours par des intuitions, par un espèce de... c'est un sentiment, quoi. Et donc, du coup, ce sentiment, il dépend de beaucoup de choses, et notamment, il dépend des paroles de l'entourage. Et c'est ce qu'on vient de dire, notamment avec les survivants, c'est que, en fait, les femmes ne doivent pas porter le poids de la contraception et de l'avortement toutes seules. Et c'est le pire, c'est que c'est les féministes qui demandent ça, alors qu'en fait, finalement, ils laissent la femme toute seule, alors qu'on a tous une interaction et que... Finalement, un IVG, c'est souvent un échec collectif, quoi. C'est un échec de solidarité. Et donc, voilà. Bon, j'ai pas trop d'infos sur la loi lui-même. Sur votre site, qu'est-ce que vous faites pour ça? Sur votre site, donc AfterBuzz, vous avez un souci justement d'information ou d'éclairage sur cette détresse éventuellement, qui peut exister dans ces grossesses compliquées qui n'étaient pas prévues. Sur ce site, AfterBuzz, qu'est-ce que vous proposez? C'est un peu plus large que le sujet de l'avortement, en fait. C'est en fait des éducateurs à qui on a dit... Mais ce sont des questions que vous abordez aussi. Alors, c'est des questions qu'on aborde aussi, mais on fait juste parler des femmes qui l'ont vécu, comme Nicki Minaj, qui a été enceinte de Aaron à 15 ans et qui nous dit simplement, c'est pas anodin et j'y repense encore, alors que c'est une idole, c'est une fille qui... Enfin, voilà, c'est... Enfin, on se dit, si elle est concernée aussi, ça vient rejoindre les jeunes, et notamment les jeunes filles qui souffrent en disant, si même elle souffre, peut-être que je vais arrêter de culpabiliser, parce qu'il y a une double culpabilité souvent qui se crée. Et donc, en fait, mais AfterBuzz, c'est vraiment c'est la vie après le sexe. Donc l'idée, c'est juste d'aider les jeunes à avoir une sexualité heureuse et responsable. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est on peut pas dire à une jeune fille à 16 ans, t'es mûre pour avoir des rapports sexuels, mais t'es une vraie gosse si tu tombes enceinte. Donc il n'y a aucune cohérence, en fait. Donc on apprend la tuyauterie en SVT au collège, mais après le sens d'un rapport sexuel, est-ce que c'est un sexe qui rencontre un autre sexe ou c'est un cœur qui rencontre un autre cœur? Enfin, qu'est-ce qui se joue là-dedans? En fait, on le dit pas aux jeunes. Et surtout, les filles portent toutes seules le poids de la contraception. Elles sont souvent sous pilule dès 12-13 ans pour des raisons de surpoids ou d'acné, et elles ne font jamais l'expérience de leur maternité potentielle. Elles ne savent pas quand elles ont leurs règles, elles ne savent pas quand elles ovulent, elles ne savent pas la beauté de leur corps, et personne ne leur dit. Et donc du coup, finalement, quand elles se retrouvent enceintes, elles tombent des nues. Et nous, on veut éviter ça. On veut éviter que nos filles, à l'issue de leur première grande histoire d'amour, ça se solde par l'épreuve de l'IVG. Enfin, je pense que la ministre des Familles et des Femmes ferait mieux de se préoccuper de ça que de nous emmerder avec ce qu'on vient de dire. Parce qu'en fait, nous, on fait son boulot, quoi. Il vous menace, justement, le gouvernement, vous, Émile Duport? Non, mais moi... Vous les dérangez un petit peu? Si vous voulez, je pense que vu leur niveau, au niveau du web... moi là je suis très content d'être là, mais je me sens pas du tout menacé par ce texte-là, parce que... Excusez-moi, mais vous avez tort, vous êtes menacé. Le texte qui est proposé vous dit ceux qui mentent
ceux qui mentent pour inciter les femmes à faire un avortement, c'est pas grave, mais des gens comme vous qui fournissent une information considérée comme biaisé par qui d'ailleurs, parce que qui va être le grand arbitre, est-ce que c'est les magistrats à qui on va demander de faire ça? Ça me paraît très inopportun. Chaque fois qu'on a créé ce genre de délit, les magistrats ont beaucoup de mal à s'en sortir, et c'est normal parce que ils se heurtent à quelque chose qui n'est pas objectif. Alors le droit pénal, ça doit rester objectif, c'est d'interprétation stricte, mais vous avez tort de ne pas vous sentir menacé. Non, mais surtout, si vous êtes à la place, vous serez bâillonné. Non, mais c'est mon caractère. Après, Non, mais votre site doit être beaucoup plus consulté, par exemple, que le site du gouvernement, et c'est ce qui doit beaucoup les énerver. Mais les énerver, les embêter. C'est pour ça que ce genre de... Non, c'est pas ça. Ils se font un mythe de notre site. C'est-à-dire qu'on est à 60 000 VU, on fait 20 000 pages par semaine. C'est pas non plus une dinguerie, mais simplement, vu qu'ils voient qu'on parle avec des codes qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas les leurs, qu'on sait travailler notre référencement, etc., ils se disent, wow, faut couper le truc avant que ça devienne gros. En fait, je pense que surtout, ils pressentent que finalement, y a un enjeu derrière Afterbest, c'est qu'on rejoigne les jeunes sur le vrai sens de la sexualité, et eux, ils n'ont pas envie, quoi. Mais c'est triste. Je crois que ces jeunes mettent un pavé dans la mare parce qu'ils ont reçu une société avec ces injonctions à avoir une vie sexuelle, quelle qu'elle soit, et sans lien avec la procréation. C'est comme ça que je rejoins Émile Duport. Des jeunes sont étonnés d'être enceintes. Donc, injonction aussi de programmer, c'est les naissances. Et là, c'est sur les couples jeunes, moins jeunes. Et est-ce qu'on peut avoir droit à l'erreur? Est-ce qu'on peut avoir une grossesse inattendue? Et tout ça pèse énormément. Caroline Roux, vous, donc Alliance Vita, je le rappelle, mais vous avez ce service d'écoute pour les mamans qui se trouvent en difficulté par rapport à la maternité. Donc vous êtes quand même très clairement sur ce sujet-là. Question transversale, c'est quoi un bon site anti-UVG? D'après vous, d'abord, un site, ça ne veut rien dire. Un site, ce sont des services qui sont donnés. Nous, c'est pas, on dit pas qu'on est un site. Il y a quand même pas mal d'informations. Oui, alors voilà, et on peut trouver aussi des informations. On a même créé, justement parce que le gouvernement l'avait abandonné, un guide des femmes enceintes. Et pour avoir accès à toutes les aides qui sont beaucoup plus difficiles à trouver aujourd'hui. Voilà, parce que c'est toujours pas. Il y a beaucoup d'aides en France, mais elles sont toujours dispersées. Donc voilà, il y a de l'information, et on a un autre site, le guide. Je suis enceinte, le guide. Et là, nous allons accompagner par téléphone aussi, en face à face, des femmes qui nous le demandent et qui ont besoin de se confier. Donc c'est un numéro gratuit. C'est un numéro gratuit, anonyme, pareil, qu'on peut appeler. Oui, c'est des numéros gratuits, qu'on peut appeler. Comme il en existe d'autres. Et c'est aussi ouvrir plus grand le champ, et notamment de la prévention, parce que toute IVG, on aimerait pouvoir l'éviter. Et le sondage, je ne sais pas si on va y revenir, qui est sorti hier, montre que 72% des Français estiment que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'avortement. 72%. Voilà. Donc ça prend à contre-pied toutes les déclarations intempestives du gouvernement actuellement. Et je pense qu'il faut le regarder en face. Quelle prévention de l'avortement pour les femmes quand la grossesse a démarré, parce qu'on va faire des recours à la contraception et on sait qu'il y a des accidents de contraception. Quelle est cette prévention pour que l'avortement ne soit pas une fatalité? Alors moi je vous propose, c'est une excellente initiative. Quelle est cette prévention proposée? Moi j'ai fait mon travail je ne suis pas avocate, j'essaye d'être journaliste. Et donc puisque les sites anti-IVG peuvent être un délit, pour éviter la confusion des informations, la neutralité, j'ai décidé de me reporter sur le site officiel d'information créé par l'État. C'est www.ivg.gouv.fr qui propose, je cite, de répondre aux questions que vous vous posez sur l'IVG et fournit toutes les informations utiles avant, pendant et après celle-ci. Ce sont les termes du guide sur l'IVG fournis en PDF sur ce même site, sur la page d'accueil. Alors vous tombez sur cet encadré ou s'informer sur l'IVG. Et en première proposition, le numéro national anonyme et gratuit. Voilà. En deuxième proposition, méfiez-vous de la désinformation sur l'IVG. Ça, c'est la deuxième ligne directe de l'encadré. Et troisième proposition, le guide sur l'IVG, un petit PDF à télécharger. Alors moi, j'ai choisi la première option. Appelez le numéro vert national mis en place l'an dernier par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour donner une information dite objective, on vient de le dire, sur l'IVG.
J'ai pas révélé ma fonction et je me suis présentée comme une femme de 34 ans, maman de 3 enfants, qui vient de changer de boulot et qui vient de découvrir la veille une nouvelle grossesse non prévue. Et voilà, déboussolée par cette nouvelle, je ne sais où me tourner et demande des informations pour savoir que faire et quelle aide ou témoignage est disponible pour m'aider. Alors j'ai eu la possibilité d'enregistrer cette conversation. Je vous propose de vous en livrer quelques extraits. D'abord, je me présente, j'explique donc que je suis désemparée. On écoute le premier extrait. Comment il faut faire dans ces cas-là Vous êtes le premier numéro que j'ai trouvé. Dans ces cas-là, c'est d'essayer de vraiment écouter profondément, faire la part des choses, et écouter vraiment. Des fois, même ce qui peut aider, c'est de dire je fais ce choix-là, et puis de voir ce que vous ressentez à ce moment-là et voir si c'est vraiment ce choix-là que vous voulez, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, la première impression, voilà, c'est... de dire je fais le choix, soit de poursuivre ma grossesse, puis de vous le dire vraiment, et puis de voir ce que ça vous fait, quoi. Ouais. Là, j'en suis pas encore à pouvoir poser un choix, mais je suis plutôt à me dire, faut que je me renseigne, en fait, faut que je comprenne un peu ce que c'est, parce que j'en entends pas mal parler. Ce qu'il faut savoir c'est que si jamais vous faites le choix de faire une IVG, donc le délai légal en France, c'est 14 semaines d'absence de règles. D'accord. En comptant à partir des dernières règles que vous avez eues. Voilà, donc directement, on passe au délai à avoir en tête. On est déjà sur ces notions-là. Et puis cette première impression, faire le choix entre tel et tel produit, en fait. On a le choix entre ça ou ça. Ça, c'était le premier extrait. Une petite réaction ? Moi, je trouve pas ça si dramatique ce qu'elle moment. répond. Pour l'instant, je la trouve... Pour le moment. Voilà. Nous aussi, une femme qui se pose une question... c'est la question de poser les choses, se mettre, prendre du recul. Ouais. Alors on marque une toute petite pause et on écoute justement la suite. À tout de suite. Où en est-on aujourd'hui ? Et on était en train d'écouter un extrait d'une conversation que j'ai pu avoir avec un site proposé par le gouvernement pour informer une maman désemparée qui se rend compte qu'elle attend un enfant et qu'elle ne sait pas quoi faire. Voici donc les réactions qu'elle propose. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le deuxième extrait. Parce que vous posiez la question d'avoir un quatrième enfant, ah non, c'est pas ça ? du tout. Pas du tout prévu là. Donc c'est pour ça que je me dis juste, qu'est-ce qui est possible, comment faire, quelles sont les démarches, et à partir de ça, j'arriverai à... Voilà, donc les démarches, c'est faire une échographie de datation, voilà. Et puis après, alors il y a un site aussi qui s'appelle ivglesadresses.org. IVG les adresses. Donc c'est en un seul mot ? IVG les adresses, oui, en un seul mot. Ah oui, ça j'ai vu. Donc ça, je crois que c'est sûr que j'ai vu. Surtout, n'allez pas sur ivg.net ou des trucs comme ça, parce que ça, c'est des sites cachés, c'est des anti-avortements, donc ils prennent la tête aux femmes et qui essaient de les influencer dans leur sens à eux, quoi. Voilà. Et donc là, pour le coup, pour faire un choix éclairé, c'est pas... Ouais, mais en même temps, voilà, je me dis qu'il faut peut-être que je regarde toutes sortes de sites, là, vu le point où j'en suis. Non, mais là, faites attention, parce que là, ils font tout. Ils font tout pour faire peur aux femmes, et puis après, ils peuvent même les harceler s'ils arrivent à avoir leur numéro de téléphone et tout ça, donc c'est pas conseillé. D'accord. Voilà. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller au planning familial et de demander à rencontrer une conseillère conjugale. Pour pouvoir en parler. Réaction en studio, ça vous frappe ? Non, mais en fait, surtout, l'idée... elle fait son job, quoi. Mais je trouve que surtout, c'est les termes... IVG les adresses, c'est son job. On est au gouvernement, hein. On est sur le site du gouvernement. IVG les adresses, c'est donc, mais à partir du moment où ils ne sont pas contre l'IVG et que l'IVG est légal, elle a le droit de le dire, quoi. D'accord. En fait, ce qui est compliqué surtout, c'est que... On n'est pas dans la réflexion, on est tout de suite sur une orientation quand même de... Non, mais moi, ce qui me choque, c'est plus profond, c'est qu'en fait, vous êtes en difficulté et vous appelez quelqu'un du gouvernement, quoi. Et en fait... bien sûr, c'est bien d'avoir un numéro d'aide, mais quand on est enceinte, et surtout si c'est imprévu, on n'a pas besoin du gouvernement, quoi. On a besoin que son copain soit là, on a besoin que ses amis soient là, on a besoin que sa famille soit là. Et on dit, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle dit pour faire un choix libre, un choix... Mais en fait, c'est tellement compliqué de choisir entre 10 minutes d'hôpital remboursé et un bébé toute la vie. Enfin, c'est un choix qui est...
qui est pas équilibré en tout cas. Et donc pour donner l'équilibre, il faut donner les garanties à la jeune fille que ce bébé va pas pourrir sa vie. Et ça, c'est pas qu'elle qui peut les donner parce que elle est déjà dans une situation de grande fragilité. C'est la société, mais la société proche, la société réelle, les vrais gens qui sont autour d'elle. Donc du coup, c'est vrai que moi, cette idée d'un numéro de gouvernement, je sais pas s'ils ont beaucoup d'appels, sans déconner. À mon avis, ils en ont vraiment pas beaucoup. Parce que, et je pense que SOSBB et VG.net, ils en ont bien plus. Parce qu'en gros, qui a besoin d'appeler des femmes qui sont en détresse, pas des femmes qui vont bien pour se faire entendre les adresses. Les femmes sont assez grandes pour les trouver. Hein, enfin... Oui, enfin moi je trouve que, en tout cas sur ce site, je ne sais pas si sur le site SOSBB vous dites ne regardez pas les informations du gouvernement, mais là ils disent quand même très clairement dès le début attention, harcèlement, pas conseillé, voilà, ne pas voir certains sites. Alors soyons clairs. La démarche est différente. Soyez clairs. Écoutez des femmes qui sont en difficulté par rapport à une grossesse, c'est les laisser parler, les laisser comprendre pour qu'elles puissent exprimer quelle est leur problématique, qu'est-ce qui leur pose question, ouvrir grand le champ des possibles. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre société. Là, et que nous faisons, hein, parce que justement, il y a un manque. On écoute la suite et puis on continue à réagir dessus. Je me disais sur Internet, c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi, mais ça vaut quand même le coup de lire un peu de tous les avis. Et juste, je vous mettais en garde parce qu'en plus, si vous voulez, il y a des photos trash et des trucs qui correspondent pas du tout. Si vous voulez, il y a des photos de fœtus, mais qui ont 6 ou 7 mois. Enfin, vous voyez. Donc il y a vraiment de la manipulation. C'est pour ça que je vous mettais en garde contre IVG.net. En vrai, c'est pas ça, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est de la manipulation, quoi. En vrai, c'est pas ça. Non, en vrai, là, c'est un œuf. Ouais, mais et c'est minuscule, quoi, microscopique. Ouais, mais là, vous voyez mais si j'en suis à 12 semaines, ça veut dire que ça. Alors, je si sais vous pas en êtes à 12 semaines, ça veut dire que si vous en êtes à 12 semaines d'aménorrhée, ça veut dire que il faut vous dépêcher de faire un choix. Ouais. Voilà. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et sinon, du coup, il y a un site qui est justement par rapport contre la culpabilisation des femmes et tout, malgré tout, même si ça fait 41 ans maintenant que la loi est passée, il y a des femmes qui ont voulu créer un site, ça s'appelle « J'ai avorté, je vais bien, merci ». Ouais. Justement avec des témoignages où disant que ça s'est bien passé et que pour elles voilà, mais parce que c'était leur choix, c'est pas pour vous faire pencher dans un sens ou dans un autre, hein, c'est juste pencher dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'on y est? Voilà, réaction. C'est assez glaçant d'entendre. Autant au départ, je trouvais qu'elle avait une position relativement mesurée. Autant finalement, on voit qu'elle fait son travail. Elle est au service d'un gouvernement qui favorise la censure. D'ailleurs, à l'occasion de ce débat, on a appris que le gouvernement était intervenu auprès de Google, je crois, pour que les référencements du site du gouvernement arrivent en première page par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tous les cas, si c'est le cas, là, il y a bien l'exercice d'une censure. Surtout, n'allez pas voir ce que les gens qui ne pensent pas comme moi, surtout, n'allez pas les voir. Non, mais c'est un œuf minuscule, elle a quand même ces phrases-là. C'est un œuf minuscule, n'allez pas regarder ailleurs, c'est de la manipulation. On sent qu'il n'y a pas de l'écoute, parce que c'est la femme. On voit bien, c'est pas nous, on ne dit pas ce que c'est, mais c'est les femmes qui le disent. Elles nous disent très souvent, mais je sais que c'est la vie. De toute façon, voilà, les femmes ne sont pas idiotes. Elles savent bien que c'est le début de la vie. Et puis, sur la souffrance post-avortement, comment peut-elle donner ça? Enfin, je veux dire, c'est les femmes, c'est à elles de dire leur souffrance. Donc, moi, je ne dis pas que toutes les femmes souffrent, et avec la même intensité, mais il y a un certain nombre de femmes qui souffrent, et moi j'en ai accompagné un grand nombre, et ça, il faut que notre société puisse l'entendre. Et dans le sondage d'ailleurs qui a été fait avec l'IFOP et qui est sorti donc hier, eh bien 89% des Français pensent que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Donc ça prend complètement à contre-pied ce qui est en train de diffuser le gouvernement de manière extrêmement idéologique, totalitaire, sans vraiment écouter les personnes. Alors on écoute la suite, vous allez voir qu'on est crescendo dans quelque chose de construit quand même relativement dans la conversation. Regardez. J'en ai entendu moi des femmes qui étaient partagées, quoi. Ouais.
Donc, qui était partagé. En fait, Mais après, je sais pas, enfin après... Et ça dépend du temps qui me reste. C'est-à-dire que là, si je dépasse vraiment les délais, après, c'est fini, quoi. Je peux pas... Après, si vous dépassez les délais légaux en France, après, c'est aux Pays-Bas qu'on oriente. D'accord. Et là, pour le coup, il y a plus de marge pour prendre Enfin, voilà, pour éventuellement envisager d'arrêter... Aux Pays-Bas, c'est jusqu'à 22 semaines, quoi. Mais D'accord. bon, après, ça coûte de l'argent, c'est un déplacement, etc., quoi. Et ça, c'est pris en charge en partie par... En France, Ouais. non, si c'est à l'étranger, c'est pas pris en charge. En France, normalement, c'est pris en charge à 100% quand on a la sécurité sociale. D'accord. Donc là, on est carrément dans autre chose, dans une orientation peut-être envisagée différemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que juridiquement, il y a quelque chose déjà Déjà, si le procureur de la République de Paris écoute votre émission, il devrait engager des poursuites contre cette dame qui recommande finalement un avortement aux Pays-Bas. C'est-à-dire que c'est un avortement illégal, c'est pénalement sanctionné. Bon, évidemment, il ne se passera rien. Mais c'est quelqu'un qui est recommandée par le gouvernement. Je ne sais pas qui c'est exactement, mais elle est recommandée par le gouvernement. C'est le site du gouvernement. C'est le site du gouvernement. je le C'est rappelle, quelqu'un qui travaille, qui parle au nom du gouvernement et qui dit si vous avez passé le délai prévu par la loi française, allez vous faire avorter en Hollande. Enfin, c'est glaçant. Alors c'est glaçant, d'autant plus que les avortements tardifs, enfin c'est plus que glaçant. C'est vraiment une véritable injustice. Parce que qui est-ce qui va accompagner ces femmes après, hein ? Nous, on en a eu dans notre service. Et je peux vous dire, quand on est allé avorter en Hollande, même si ça a été aseptisé, si tout a l'air de s'être bien passé, c'est un vrai traumatisme. Et pourquoi on a mis ces limites ? C'est justement qu'à un moment, on ne peut pas aller plus loin. En tout cas, la France a estimé, puisque la Hollande, d'autres estiment autre chose. Et donc là, vous savez, la preuve de la mauvaise information, de l'information qui est trompeuse et même illégale. Donc, on écoute la suite, la conclusion finalement que me recommande donc cette personne qui était à l'écoute. J'étais en situation de détresse, je venais de découvrir une grossesse non désirée. Écoutez la fin. Vraiment, moi je pense que c'est important de ne pas parler de bébé et tout ça parce que c'en est pas encore un. C'est, si vous voulez, c'est une potentialité, quoi. Ouais. Hein ? Et puis même si vous voulez, même dans les mais jusqu'à quand en fait naturel, c'est pas toutes les grossesses qui arrivent à terme et tout ça. Vous voyez ? Ouais, ça c'est sûr. C'est une potentialité. Voilà la conclusion. C'est une potentialité. Le bébé que vous attendez, c'est une potentialité. Voilà ce que me répond le gouvernement quand je lui demande de l'aide et que c'est le numéro de détresse qui est proposé par le gouvernement. Si on reproche la désinformation, la manipulation dans ces propos-là, où situer le positionnement des autres sites visés par l'amendement voulu par Madame Rossignol. J'ouvre quand même le débat en cette fin d'émission. Non, ça pose une question. Le principe profonde, d'écoute est ambivalent. Le principe d'écoute, oui, est ambivalent parce qu'elle l'affirme. En fait, la science n'a jamais dit, et les femmes le savent, je le répète, que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Et c'est à la femme aussi de le dire, de dire ce qu'elle ressent profondément. Oui, mais si elle est perdue, vous voyez ce qu'on est capable de... Oui, d'affirmer. Et donc là, nous, par rapport à toutes ces informations, nous sommes prêts à Vita. Quel est votre prochain combat, du coup, Caroline, à engager des procédures légales contre des désinformations, notamment dont le gouvernement est responsable. Parce que la question, c'est même plus d'être pour, contre, etc. Mais nous sommes dans un problème social, humanitaire par rapport à l'avortement. Comment peut-on éviter l'avortement ? Quelle prévention de l'avortement ? Comment avoir une information moins impartiale, plus impartiale, pardon. Et ça, c'est toutes nos demandes en ce sens et ce à quoi nous œuvrons. Sur le référencement qu'on a un tout petit peu abordé aussi, mais peut-être que le référencement, vous allez avoir un combat à mener pour rester assez bien placé. Écoutez, la question du référencement, nous, on a beaucoup de connexions, beaucoup de personnes qui nous appellent. Mais j'ai l'impression qu'elle a des idées quand même là-dessus, à défaut de pouvoir vous supprimer. Peut-être que le gouvernement va vouloir vous empêcher. Vous savez, les femmes sont libres, et si elles veulent aller sur Internet, si elles veulent appeler un numéro, elles le feront. Maître,
mot de la fin. Moi, je voudrais juste dire que ce débat est finalement l'occasion pour les hommes politiques, à la veille d'une échéance électorale importante, de se prononcer sur ces sujets. Et avant de venir, j'ai regardé notamment les programmes aux primaires de la droite. Et pour l'instant, je regrette qu'il n'y ait que Jean-Frédéric Poisson qui ait clairement dit qu'il souhaitait qu'il y ait une grande politique de protection de la femme pour permettre à chacune, lorsqu'elles veulent avoir un enfant et garder un enfant, qu'on lui en donne la possibilité. Maître Antoine Beauquier, merci beaucoup. Caroline Roux d'Alliance Vita, merci aussi d'être venue courageusement sur ce plateau. Et Émile sur ce studio. Émile Duport, merci avec votre site Afterbuzz. On vous retrouve bien sûr sur Internet et beaucoup d'autres projets pour la suite. Merci infiniment à tous d'avoir été là. Excellente journée à tous sur Radio Notre-Dame, évidemment.